Bienvenue à tous et toutes. Comme je le disais tout à l'heure, on est plus de 50 inscrits à cette conférence-là. Donc, c'est signe que clairement, le thème de la conférence répond à un besoin, en fait, chez les étudiants en cycle supérieur. Donc, je me présente, Marie-Pierre Jolicoeur. Moi, je suis candidate au doctorat en première année à la Faculté de droit de l'Université Laval. Donc, c'est dire que le sujet d'aujourd'hui du bien-être académique m'interpelle très, très certainement. Donc, la conférence a vraiment été réfléchie, conçue par le Centre de soutien aux étudiants au cycle supérieur en droit de l'Université Laval spécifiquement pour les étudiants au cycle supérieur. Donc, on a ici aujourd'hui 3 invités de choix. Donc, je vais prendre le temps de présenter qui, chacun dans leur domaine respectif, vont pouvoir vous apporter des outils, des manières de répondre aux défis qui se présentent, soit dans l'aventure d'un mémoire ou celle d'un doctorat. Un mot rapide peut-être sur le centre de soutien. Il a été présenté à la conférence de vendredi dernier, la conférence d'accueil de la faculté de droit. Donc, je m'occupe du centre de soutien avec Annie Carrier-Robitaille, qui travaille au niveau administratif à la faculté de droit, également avec Caroline Lepage qui vient de terminer sa maîtrise. Donc, la première raison d'être du centre de soutien, c'est de pouvoir offrir des rencontres personnalisées, des rencontres vraiment individuelles, même en contexte pandémique. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous par courriel. On a 3 grands axes, si on veut, d'intervention. Donc, toute la question d'établir des méthodes de travail efficaces au cycle supérieur, connaître aussi les normes de présentation des travaux. Peut-être que vous avez fait vos études en France, en Europe, en Afrique, puis que les règles de présentation des travaux étaient différentes. Donc, c'est de vous guider vers les bonnes ressources. Et le troisième et non le moindre axe, si on veut, c'est celui du bien-être académique qu'on prend très, très au sérieux, puis particulièrement dans la situation actuelle qu'on sait qui peut être chargée, qui peut être particulière là, pour les étudiants. Donc, je réitère de ne pas hésiter à nous contacter. L'adresse courriel va vous être communiquée, l'adresse courriel du centre de soutien. Donc, c'est ça, les rencontres se font par Teams, par Zoom, par Skype, dans le contexte actuel. Maintenant, mes 3 invités, je vais les présenter. Donc, tout d'abord, Sarah Mathieu, qui est la directrice, la cofondatrice de l'important organisme Taisez-vous, qui répond à une mission bien particulière pour les étudiants au cycle supérieur, qui va venir nous expliquer pourquoi adopter, en fait, une approche structurée et collective pour rédiger un mémoire, un essai, une thèse. Donc, merci beaucoup, Sarah, d'être là. Son allocution sera ensuite, ça va être autour de Dendi Dimitri Veilleux, dont je remercie aussi beaucoup d'être présent parmi nous aujourd'hui, qui va venir nous parler de la matrice ACT, que peut-être certains ont déjà entendu parler, comme outil favorisant le bien-être, puis comme outil pour répondre aux défis que présentent des études au cycle supérieur. Et je vous invite vraiment à rester pour la deuxième partie où on a la chance d'avoir avec nous Caroline Julien, kinésiologue, kinésithérapeute, professeur de yoga et qui va venir vraiment nous offrir des outils pratiques de respiration, puis vraiment pour apprendre à gérer le stress d'une manière peut-être plus physiologique, peut-être un tout petit peu plus physique. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Sarah pour débuter. Bonjour, ça sera pas bien long, je vais juste partager le document en espérant que ça se fasse très, très, très rapidement. Donc voilà, est-ce que vous voyez le document? Oui. Oui? OK. Comme je le disais, comme on l'a vu tout à l'heure, moi je le vois pas encore parce que il semble que mon logiciel soit un petit peu plus lent. Mais pendant que ça télécharge, en fait, je vais juste me présenter et présenter un peu disons le propos de ces 15 petites minutes pour parler finalement de beaucoup de choses qui sont centrées sur les leçons tirées de l'expérience de Taisez-vous qu'on mène depuis maintenant 5 ans. C'est-à-dire qu'on a lancé cet organisme à but non lucratif il y a 5 ans, guidé par des institutions de recherche puis des institutions très bienveillantes envers nous-mêmes et envers les personnes qui nous entouraient, c'est-à-dire des doctorantes dans différentes disciplines
qui souhaitaient, dans le fond, poursuivre leur thèse, mais sans nécessairement nuire à leur bien-être. Donc, ce que guider Taisez-vous, c'est vraiment une espèce de réfléchir à la tension entre productivité puis équilibre, puis de le faire peut-être dans une approche qui est un petit peu plus collective que ce qu'on comprend finalement ou la façon dont on perçoit la rédaction et la persévérance au cycle supérieur. Donc, n'hésitez pas à soulever des questions tout au long de ma présentation. L'idée, c'est de vous faire part c'est beaucoup centré aujourd'hui sur ce que je vous partage, c'est centré sur les résultats de notre analyse d'impact des retraites de rédaction, mais que j'ai bonifié avec des données plus expérientielles et puis aussi beaucoup de Q, désolé de l'anglicisme, en lien avec la littérature scientifique. Donc, je vais passer très rapidement sur la mise en contexte. Je pense que c'est quelque chose de toute façon qui est plus senti. Au-delà des chiffres, probablement que vous allez ressentir certains des enjeux que je soulève, mais c'est juste pour expliquer un peu pourquoi on en est venu au-delà de notre intuition de base, pourquoi on en est venu à essayer de développer des stratégies pour soutenir les étudiants. Bien, évidemment, il y a beaucoup de préoccupations qui entourent la persévérance, la réussite, la santé mentale. Il est écrit ici au doctorat, mais c'est tout aussi valide pour les étudiants dans son cycle supérieur de façon générale. Et puis, la prolongation, l'abandon, le parcours solitaire, la présence de détresse psychologique qui était réitérée il y a 2 semaines encore dans les médias, qu'on sent qui est exacerbée par le contexte de pandémie, mais qui était déjà très, très présente avant. Tu sais, c'est pas non plus une nouveauté là, que la santé mentale, qu'il y a des enjeux de santé mentale dans le milieu universitaire. C'est sûr que là, il y a un contexte qui fait en sorte que c'est encore plus peut-être plus difficile de poursuivre, de persévérer, puis de le faire avec bonheur. Peut-être qu'on n'est pas obligé d'être tous les jours en amour avec la rédaction de son mémoire ou de sa thèse, puis de trouver ça tellement épanouissant, mais il y a quand même, on perçoit que c'est quand même problématique le fait que la rédaction en vienne à être quelque chose qui est vraiment désagréable, alors qu'on devrait se considérer chanceuse là, de travailler un sujet qui nous passionne. Puis, c'est là où on s'est mis, nous, à questionner le contexte dans lequel on rédige, les environnements, puis se demander si l'université, finalement, elle favorisait la rédaction. Puis, la question est même au-delà de la rédaction d'un mémoire ou d'une thèse, ces questionnements-là, en fait, sont tout aussi intéressants et légitimes pour regarder à quel point c'est difficile, même pour les professeurs d'expérience, de rédiger des articles scientifiques dans le contexte universitaire actuel où il y a une multiplication des engagements, il y a beaucoup de pression de performance, il y a de l'isolement qui est vécu, et puis on prend pour acquis qu'on sait écrire ce type de production-là parce que jusqu'à présent, dans notre parcours, ça allait vraiment bien. Mais peut-être une des premières représentations à déconstruire quand on se lance dans une maîtrise ou un doctorat, c'est c'est une représentation où la façon dont on rédigeait des travaux de session, on va pouvoir faire un transfert direct vers la façon dont on rédige des sections de mémoire d'une thèse, alors que c'est pas du tout le même type de processus. Donc, je le disais, Taisez-vous, il y a 5 ans, on s'est dit, on va essayer de proposer quelque chose qui n'est pas pour remplacer ce qui se fait à l'université. Puis c'est pour ça que c'est vraiment agréable pour moi quand je suis invitée dans des événements comme aujourd'hui, parce que ce qu'on fait, c'est complémentaire à des services existants au sein des universités. Puis c'est vraiment notre posture, en fait, de voir qu'est-ce qu'on peut faire autour du milieu universitaire pour améliorer l'expérience au cycle supérieur. Et comme je le disais, on se concentre beaucoup sur une réflexion puis des stratégies entourant les environnements socio-physiques. Puis maintenant, on en parlait avant de commencer la présentation, mais et maintenant numérique, on développe dans un processus accéléré puis un peu stressant, je dois l'avouer, des environnements virtuels qui vont au-delà, je dirais, de ce qui existe déjà puis ce qui s'avère un petit peu aliénant avec le temps. Hein? On sait, on a l'impression que Zoom est une prolongation de nous-mêmes. Et donc, c'est le cœur de la présentation aujourd'hui, c'est de réfléchir à ces activités structurées, où la rédaction est structurée dans le fond, puis comment on les a conçues, puis comment
la recherche autour de ça peut nous permettre de tirer des leçons qui peuvent se reproduire dans votre quotidien, desquelles vous pouvez vous inspirer finalement pour peut-être améliorer votre rapport à la rédaction. Plusieurs référents théoriques qui guident ce qu'on fait, je fais juste mentionner ces référents-là sans nécessairement m'y attaquer en profondeur. Puis c'est pas pour m'acheter de la crédibilité, puis vous montrer qu'on fait nos devoirs, mais c'est vraiment plus parce que je sais que les étudiants au cycle supérieur sont aussi curieuses de voir, tu sais, que c'est quoi les fondements plus théoriques de ce qu'on fait. Fait qu'on travaille entre autres sur un modèle d'engagement dans la rédaction qui a été proposé par Rowena Murray, puis qui nous amène à se poser des questions sur l'engagement individuel, social et physique. Comment on joue sur ces 3 paramètres-là pour faire en sorte que la rédaction soit plus agréable et facile. On a aussi adopté l'approche transactionnelle et systémique de la rédaction plus récemment pour notre analyse d'impact, où là, on se questionne sur les croyances en lien avec notre performance, en lien avec le processus, en lien avec l'atteinte des objectifs, puis les bénéfices qui découlent du fait de rédiger ou pas au quotidien, puis à long terme. Puis ça a tendance à influencer beaucoup non seulement notre rapport à la rédaction, mais le type de stratégie qu'on va adopter pour faire en sorte que ce soit plus facile ou plus difficile. Et puis, le dernier élément qui nous intéresse beaucoup, c'est le concept de flow, d'expérience optimale de rédaction, entre autres parce que ça découle des entretiens qu'on a fait avec plusieurs étudiants et étudiantes qui ont participé à nos retraites de rédaction, qui se disaient, mais quand je suis en retraite, c'est comme si je vis quelque chose, puis c'est vraiment le fun, puis j'aime ça rédiger à nouveau. Puis là, on s'est demandé, OK, mais là, on veut reproduire ça, on veut que les étudiantes soient capables de vivre cette expérience optimale où il y a comme une belle tension entre compétences, défis, incertitudes, sentiment d'accomplir des choses, puis dans un environnement où on n'est pas perturbé non plus. On peut vraiment être en pleine conscience de ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est vraiment je dirais, ce qui nous anime en termes de fondement théorique, puis ce qui nous permet peut-être de passer à un niveau de conceptualisation un petit peu plus élevé, puis pas juste dire, hey, ça fonctionne pas pire ce qu'on fait. On essaie de prendre un pas de recul, puis ça nous permet aussi d'être un petit peu critique parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a beaucoup d'effets positifs sur le sentiment de bien-être, sur la productivité, sur la concentration, mais c'est aussi limité comme stratégie, puis c'est pour ça que c'est complémentaire à d'autres choses. Donc, à partir des constats issus de l'analyse d'impact des retraites de rédaction, des entretiens, des questionnaires, comment on peut changer son rapport à la rédaction? D'abord, il y a la question de la productivité. C'est probablement ce qui mène les gens à s'inscrire, puis souvent, c'est à la fin, malheureusement, puis encore une fois, je félicite une initiative comme celle d'aujourd'hui parce que on a l'impression que la plupart des étudiants et des étudiantes nous contactent à la fin de leur parcours quand ils ont tout essayé, sont plus capables, sont sur le bord de décrocher, sont en prolongation, puis là, c'est comme une bouée de sauvetage. Alors qu'en fait, il y a des habitudes rédactionnelles, puis un rapport à la rédaction qu'on peut travailler dès le début de notre parcours, puis il y a vraiment un intérêt à le faire, même si le sentiment de pertinence, là, il est moins fort parce qu'on n'est pas dans la merde encore. Parce que pourquoi on a accès à des ressources, pourquoi on mobilise certaines, on demande de l'aide, souvent c'est quand on n'est plus capable ou on est vraiment rendu au bout de nos ressources intérieures, là, internes, et puis là on va aller chercher des ressources externes. Mais nous, ce qu'on veut, c'est essayer de se poser ces questions-là avant. Fait que, bref, on aimerait ça être plus productif. On trouve, surtout dans le contexte actuel, par exemple, où la procrastination, la concentration, ces choses-là sont plus difficiles. Je sais pas pourquoi, ça a bougé. Sarah, je me permets juste, là, on est concentré sur tes propos qui sont tellement intéressants. Si tu veux, on a trouvé une façon de fonctionner pour le PowerPoint. Si tu le désires, Marie-Michel, qui est au niveau logistique, est capable de changer les diapositives ou toi, ça fonctionnait également? Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Ça va, parfait. Super, désolée. Il n'y a pas de problème. J'ai comme, c'est parti. Mais bref, productivité, donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les étudiants sont plus productifs? Puis là, on pense à tous les référents puis le contexte auquel que je décrivais tout à l'heure, dans le fond, dont je faisais part.
Bien, les étudiants qui connaissent, qui se sont familiarisés avec des méthodes très concrètes qui leur permettent de découper la rédaction, découper un long marathon en petits sprints digestes, ça va faire en sorte qu'ils vont avoir un sentiment de contrôle plus élevé, que la perception là, de tout ce qu'il y a à accomplir, ben, elle fait beaucoup moins peur, on fait beaucoup moins d'anxiété liée à tout ce qui est à faire parce que finalement, on reconnaît que tout ce processus-là, le résultat qu'on veut atteindre, en fait, il va être découpé en plusieurs étapes qui semblent beaucoup plus accessibles. Donc, le rapport à la planification, le fait de se familiariser avec des méthodes très, très concrètes de gestion de temps, d'établir des objectifs. C'est des méthodes avec lesquelles on peut pas aller en profondeur en ce moment dans une présentation de 15 minutes, mais c'est des outils que vous pouvez retrouver sur la page de Taisez-vous avec lesquels vous pouvez vous familiariser si vous vous inscrivez à nos activités. Mais dans tous les cas, se familiariser avec ces méthodes-là, finalement, c'est surtout d'être habilité à faire ce découpage-là qui joue sur l'anxiété, la productivité, la procrastination, mais aussi qui permettent tout simplement de progresser puis d'en tenir compte. Donc, c'est ça, les méthodes de gestion de temps, les objectifs, la planification. Et ça a une grande incidence sur le fait de rédiger pour vrai, de se mettre en action finalement. Après, il y a la question de la légitimité. Puis ça, pourquoi en fait, on peut se demander pourquoi des activités structurées ou collectives sont si, je dirais, efficaces sur le sentiment de légitimité. Mais il y a plusieurs raisons, puis j'ai essayé de le découper. Je ne l'ai pas fait dans d'autres présentations si vous êtes déjà venu à des ateliers de Taisez-vous, mais là, je me disais, OK, oui, c'est important pour les étudiants de se sentir légitimes. C'est ce qui fait en sorte qu'on va refuser puis prioriser la rédaction de notre mémoire ou de notre thèse. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que, par exemple, il y a des personnes qui mentent sur le fait de participer à des activités de Taisez-vous juste pour que les gens les dérangent pas. Donc, ils vont, pour se créer la légitimité, c'est ce que j'appelle la légitimité officialisée, c'est que de s'inscrire à une activité de rédaction, ça met sur papier, met dans l'agenda, facilite les communications autour de nous, entourant la légitimité. Tout d'un coup, parce qu'on est inscrit, on va être en ligne avec des personnes, bien là, on ne nous dérangera plus. Alors que si on est juste tout seul avec la rédaction, on reste disponible pour plein de choses. Donc ça, c'est la légitimité qu'il faut comme officialiser. Puis vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à des choses pour travailler ça, mais ça peut être intéressant de participer à certaines activités structurées juste pour vous aider à tenir ce rendez-vous-là avec vous-même puis le faire respecter par rapport à des pressions externes. La légitimité partagée, c'est aussi de prendre ça joue plus peut-être sur le fait de prioriser pour soi. La rédaction, c'est-à-dire qu'en s'engageant envers une autre personne, mais on va avoir plus tendance à respecter cet engagement-là. Puis encore une fois, donc il y a l'inscription à une activité, il y a le fait d'être avec d'autres personnes qu'on ne veut pas les laisser tomber. Ça va jouer aussi sur la légitimité. Puis il y a la question que ce soit valorisé, c'est-à-dire que dans le fond, on crée une activité où on met plein de personnes ensemble qui sont pas tant valorisés dans la société en tant que telle. Les gens ont l'impression qu'ils font juste un gros devoir qui prend bien du temps, puis à chaque Noël, c'est comme t'as pas fini, sérieusement, qu'est-ce que tu fais? Mais là, on se retrouve avec des personnes qui font face aux mêmes obstacles. Puis là, tout d'un coup, on est comme, hey, c'est tellement intéressant ce que tu fais. Wow, une chance qu'il y a du monde qui se penche sur cette question-là. Puis là, tout d'un coup, ben, on a envie de poursuivre parce qu'on renoue avec le sens de notre démarche. Et enfin, ben, d'avoir des activités collectives et structurées, ça fait un beau lien avec ce que je viens de mentionner, c'est d'essayer de créer une culture universitaire différente que celle dans laquelle on baigne habituellement. Fait qu'on essaie de promouvoir la solidarité puis de diminuer la compétition, de promouvoir aussi une approche où on n'est pas en train de se dire entre nous qu'on travaille 80 heures semaine puis que c'est normal. On valorise l'équilibre, la prise de pause, le fait d'avoir d'autres choses dans notre vie aussi qui sont importantes. On essaie d'être dans une approche d'entraide puis de partage de ressources versus s'utiliser les uns les autres, essayer d'optimiser à tout prix tout notre temps, nos ressources et tout ça, chose que le contexte universitaire finalement pousse. Et puis on essaie d'être dans
une copratique versus rester seul, puis déconstruire le fait que parce qu'on rédige un document en solo, on est obligé d'avoir ce comportement-là en solitaire. Puis ça, il faut aussi essayer de le déconstruire le plus possible, si ce n'est aussi que pour rendre visible le fait de rédiger, parce que dans le fond, ça aussi, c'est un autre mythe un peu à déconstruire, c'est que dans le milieu universitaire, tout le monde rédige tout le temps, mais on le voit pas. On parle pas du processus. Tout ce dont, dans le fond, ce à quoi on a accès, c'est tout le temps le résultat final des textes parfaits, publiés, alors que dans le fond, il y a beaucoup, beaucoup de temps de processus puis d'invisible entourant ça. Fait que, bref, l'approche Taisez-vous soutient l'engagement parce qu'elle nous libère des responsabilités quotidiennes, elle rythme la rédaction, elle permet des pauses. Puis ce qui est intéressant aussi à réfléchir, c'est que oui, il y a une motivation plus élevée parce qu'on a vécu une expérience positive, on a vécu du flow et donc on a envie de s'y remettre. Versus avoir une expérience de rédaction désagréable, sous pression, où on manque d'inspiration, ben la semaine d'après, on n'a toujours pas envie, on a l'impression que ça va se répéter. Puis ça, ben, c'est parce qu'on alloue une grande importance au cadre. Fait qu'on va essayer d'effacer le plus possible toutes les sources de distraction numériques, sociales, que ce soit lorsqu'on rédige en virtuel ou sur place. Puis on va vraiment essayer de faire en sorte que le contexte soit le plus protecteur et valorisant possible pour donner aussi envie de comme je le disais tout à l'heure, de se remettre dans cet état de rédaction avec des gens qui partagent des enjeux similaires. Fait que bref, pour tirer des leçons, puis là, je pense plus qu'il me reste beaucoup de temps. Fait que tu sais, je vais pas y aller dans le détail, mais l'idée, c'est vraiment de réfléchir et d'essayer, en fait. Tu sais, si on a une grande leçon à tirer de ça, c'est malgré un certain scepticisme, un découragement, malgré le stress que ça peut vouloir dire de se remettre en mode rédaction, parce que c'est ça, des fois, on repousse en se disant, avec une perception qui est guidée par certains biais cognitifs très classiques, où on pense toujours que demain, on va être plus en forme pour attaquer les choses, puis qu'aujourd'hui, on aurait besoin de faire autre chose. On n'est pas assez inspiré ou pas assez disposé, alors que une des raisons toutes simples pourquoi ça fonctionne, les activités pour plusieurs personnes, c'est juste parce que, en fait, ça arrive, tu t'inscris, puis là, tu n'as pas le choix. Puis là, ben, tout d'un coup, même comme tu n'as pas le choix, puis que ça ne dépend plus de ton self-control, de ton autocontrôle, ben ça fonctionne. Parce que ça n'a pas été toi qui as décidé est-ce que je devrais ou pas rédiger. Puis, il faut aussi soulever les limites d'une stratégie comme celle-là, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas pallier pour des inégalités sociales. Elle ne peut pas faire en sorte que les parents, slash les mamans surtout, on l'a vu dans nos données liées à la pandémie, ben sont tout d'un coup disponibles parce qu'elles s'inscrivent à une retraite de rédaction collective, leurs enfants vont arrêter de les déranger. Tu sais, je veux dire, il y a des choses pour lesquelles des activités, des ressources et tout, ça ne peut pas compenser. Fait que ça, c'est important de réfléchir aussi en termes d'accès, puis en termes de conditions, tu sais, de réfléchir dans un contexte comme celui de la pandémie, à quel point il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, puis que ça peut être correct de mettre une pause aussi pour sauvegarder son bien-être, puis pas juste faire comme si on pouvait continuer avec des conditions qui précèdent le début de la pandémie. Fait que ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes à garder en tête, puis de voir aussi comment l'effet de ces stratégies, en fait, si on ne maintient pas notre participation à des activités collectives, structurées, ben, ce qu'on a vu dans nos résultats de recherche, il y a quand même des effets qui s'estompent dans le temps aussi. Parce que plus on se fie sur soi tout seul, plus on s'isole dans la démarche, plus il semble que les leçons tirées, ben, les bonnes pratiques, les bonnes habitudes ont tendance à, comme dans n'importe quelle habitude un peu plus difficile, on s'entend que la rédaction universitaire, c'est pas quelque chose qui est facile. C'est pas quelque chose qu'on fait spontanément. Je veux dire, les gens ont la difficulté à maintenir des fois des bons comportements d'hygiène dentaire. Puis là, on parle de rédiger un cadre théorique ou de discuter une recension des écrits. On s'entend là que c'est pas quelque chose qui est spontané ou qui s'acquiert aisément. Fait que bref, pour pas que ça s'estompe dans le temps, il vaut mieux essayer d'adopter les bonnes habitudes avec les gens.
Fait que je vous ai résumé ça bien vite, mes pistes de réflexion. Puis, il y a beaucoup de publications qui sont, qui ont, dans le fond, dans les derniers mois, qui ont été publiées, puis qui vont être publiées dans les prochains mois, qui sont comme acceptées et apparaître. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, creuser du côté théorique et empirique, je vous invite à fouiller puis à y aller avec certains mots-clés de Taisez-vous, mais tout est sur notre site Internet. Et puis de tenter le coup, ou bien de tenter le coup auprès d'activités qui sont aussi organisées par l'Allier et la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l'Université Laval, qui se sont inspirés de ce qu'on fait pour des activités par et pour les étudiants de l'Université Laval, ce qui est une belle piste aussi. L'idée, c'est juste de ne pas rester tout seul finalement là-dedans. C'est ma conclusion. Ton message se conclut sur une note tellement inspirante. Puis donc, pour les gens que c'est la première fois qu'ils entendaient parler de cette approche-là pour aborder la thèse ou le mémoire, peut-être que là, c'est une espèce de mise en bouche, je sais pas trop, pour aller par la suite sur le site Internet de Taisez-vous. Il y a aussi, je sais, des espèces d'affiches de vulgarisation aussi, la technique Pomodoro, les façons d'aborder ça, là, quand on n'en a jamais entendu parler. Il y a bien sûr les activités que vous offrez en contexte virtuel. Moi, j'ai participé à une cohorte du samedi dans le groupe. C'est sûr que sur Zoom, c'est pas comme dans une belle grande salle lumineuse là, en nature, mais bon, c'est quand même ça permet quand même toute la solidarité dont tu as témoigné. Les activités de l'AELIE, ici, on rédigeait. Puis j'en profite aussi pour dire que la Faculté de droit, avec le centre de soutien, on est en train d'organiser pour l'hiver un concept aussi de rédaction au monastère des Augustines. Donc, tout ça est en train d'être planifié. Donc, ça fait le pont là, avec toutes les données empiriques là, que tu as très bien décrites. Donc, merci beaucoup, Sarah, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui de tout ça. Alors, j'enchaînerai avec notre deuxième invité qui va venir nous parler là, également dans la perspective d'outils là, vraiment spécifiques au cycle supérieur. Je veux juste dire aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions, les mettre dans le chat, puis à la limite, là, ces questions-là pourront être, on peut y répondre sur le coup, ou on va pouvoir aussi les garder puis les envoyer aux invités là, après la rencontre d'aujourd'hui. Alors, j'avais, comme rapidement, je crois, présenté Indy tout à l'heure, alors je vais prendre le temps de le refaire comme il faut. Donc, Indy Dimitri Veilleux, qui est chargé d'enseignement à la faculté des études supérieures et postdoctorales. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir comme enseignant pour un cours de développement des compétences professionnelles au doctorat, donc à la session dernière, qui est également conseiller en orientation. Donc, qui va venir nous parler de la matrice ACT comme outil pratique pour favoriser le bien-être. En fait, je suis ravi de me retrouver avec vous ce midi pour vous présenter cet outil qui est simple, fort concret, mais tant porteur. À titre de conseiller d'orientation, c'est certain que lorsque je me retrouve devant des étudiants qui sont en difficulté, qui sont bloqués, coincés dans des situations qui les empêchent d'avancer dans leur expérience au doctorat ou encore à la maîtrise, je travaille avec eux et avec elles la matrice. Alors aujourd'hui, je vais y aller brièvement. On se lance directement dans cette matrice ensemble. L'expérience doctorale ou encore l'expérience de rédaction de mémoire à la maîtrise, ça peut être une expérience stimulante, mais également exigeante, difficile, envahissante, associée à des sentiments qui sont négatifs, désagréables, inconfortables, qui peuvent être associés aussi au stress, à l'expérience du stress. Et la matrice, en fait, nous permet de mieux composer avec ces sentiments, ces sensations aussi. Le corps, parfois, il nous manifeste qu'il y a un trop-plein, il y a de la pression et il y a de la tension. De veiller aussi à nos pensées qui peuvent ne pas nous servir à composer habilement avec les défis qu'on rencontre au cycle supérieur. La matrice, on la nomme matrice ACT. En fait, ACT renvoie à la thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est une approche en psychologie dans le courant cognitivo-comportemental. Et aujourd'hui, bien, je vous présente comment la réaliser. En fait, vous voyez sur cette troisième diapo deux axes. Lorsque je me retrouvais dans la rédaction de ma thèse de doctorat, surtout à la toute fin, lorsque la motivation manquait,
je me suis lancé dans cet exercice et ça a devenu un exercice quotidien. À chaque fois que je me lançais dans ma rédaction, je réalisais une matrice ACT sur mes articles scientifiques. Et encore, ces articles scientifiques traînent parce que je poursuis le travail sur ce thème de recherche. Il y a tout plein de matrices. En fait, la matrice, pour moi, c'est prendre un temps d'arrêt avant de se lancer dans l'exercice de rédaction, ce travail de rédaction, marquer une pause et juste s'observer dans cet instant. Alors, on trace les deux axes. Dans le premier cadran inférieur, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais le cadran inférieur droit, je note d'abord qu'est-ce qui m'amène à vouloir réaliser un doctorat ou une maîtrise, dans votre cas, en droit. Évidemment, de mon côté, c'était ces valeurs de satisfaction personnelle, de fierté, ressentir que j'accomplissais quelque chose qui allait servir de faire avancer des connaissances. Mais également, c'est que quand je me suis retrouvé à la fin de cette expérience doctorale et que la motivation commençait à manquer parce que j'avais une vie professionnelle en parallèle, les différentes sphères de vie aussi bien occupées, la vie personnelle, c'est que la procrastination s'est manifestée d'une manière importante. Tout à l'heure, je vais vous en parler. Et je me retrouvais les week-ends, voire même les soirs, à travailler sur ma thèse. Là, je me retrouvais à ne plus être proche de ces personnes qui comptaient pour moi parce que le projet doctoral est devenu tellement envahissant. Et pour moi, je souhaitais me retrouver dans une rédaction efficace. Comme l'a exprimé si bien Sarah, moi aussi j'ai participé aux retraites de rédaction de Taisez-vous à plusieurs reprises. Et c'était un moment pour moi de me lancer dans cette rédaction d'une manière productive, centrée, ancrée, et de me rappeler pourquoi que je subissais cet exercice pas exigeant, c'est que pour me donner du temps de passer des précieux moments avec mes proches. J'ai aussi nourri ma curiosité intellectuelle. Donc, je prenais la matrice, je notais pourquoi je me faisais subir cet exercice difficile, exigeant de rédaction, même si la motivation n'était pas au rendez-vous. Je me dirigeais ensuite dans le fait de noter ce que j'observais au niveau de mes ressentis. Lorsque j'ouvrais mon portable et que je me retrouvais dans cette bibliothèque au bon enfant, remplie de béton, j'ai commencé à ressentir du dégoût. En fait, en toute vérité, là, je me retrouvais dans le pavillon bon enfant et j'avais des nausées, jour après jour, rendu dans mon dernier chapitre de thèse doctorale. Une culpabilité aussi, parce que je ne parvenais pas à avancer tel que je le souhaitais. Donc, je notais en fait dans mes matrices, là où j'étais, qu'est-ce que je ressentais. Je me disais aussi, je ne serai pas capable, j'avance pas ces temps-ci, je la suis le temps de me concentrer. Je notais également mes pensées qui me traversaient l'esprit dans cet instant. Les sensations aussi. Je me mettais dans une perspective d'observation, de prise de recul pour dire, OK, quel est mon niveau d'énergie? Dans quel état physique je me trouve présentement? Je ressentais les tensions. Et je ne sais pas pour vous, mais quand on se retrouve dans une situation où on ressent de l'ennui, où on n'a pas envie de faire quelque chose, on réagit d'une manière à se débarrasser de ces ressentis désagréables, inconfortables. Et là, ça nous amène dans le cadran supérieur gauche, ces comportements qui m'amenaient à me débarrasser de ces sentiments, sensations, ces pensées. Et là, je me tournais à aller voir mes courriels, à aller me mettre une playlist sur YouTube. Et là, YouTube, étant donné que ça a la superbe fonction de nous proposer plein de belles choses qui nous intéressent, bien, j'allais poursuivre cette exploration. Par moments aussi, je me disais, je vais faire quelque chose qui va m'amener à être plus concentré par la suite, du yoga, ou encore aller faire une sieste. Quand que je rédigeais chez moi, je voyais mon chat qui était sur le sofa au soleil, bien étendu. Je me disais, OK, je vais aller faire une sieste d'une 15aine de minutes. Après ça, je vais être
plus concentré. Je mettais mon réveil sur le téléphone cellulaire. Après 15 minutes, je commençais juste à m'endormir. J'allais pas me lever. Et là, le chat qui m'apportait une chaleur, j'étais si bien. Donc là, je me disais, OK, non, je vais laisser le réveil de côté. Je vais dormir ce qu'il me faut pour être encore mieux disposé par la suite dans ma rédaction. Je me réveillais 1 heure après. J'ouvrais mon portable à nouveau. J'avais pas plus le goût de rédiger. Là, je me tournais vers le frigo, manger. En fait, je me suis aperçu que je me retrouvais dans une certaine spirale. Pour éviter ce que je ressentais, tous ces sentiments désagréables, étant donné que j'avais plein de pensées qui me disaient je ne vais pas y arriver, je manque de temps, je ne suis pas dans des dispositions adéquates pour écrire, j'ai tant de choses à faire, je vais aller voir mes courriels, le syndrome de l'imposteur bien senti, bien, c'est que je me tournais vers des comportements qui m'éloignaient de cet avancement d'un projet, pourtant qui était fort important pour moi, ce doctorat. Je souhaitais le finir, ce doctorat, mais pour éviter, pour contrôler des fois, parce que je me mettais à faire du ménage, tout d'un coup, j'avais le goût de faire du ménage. Je me disais, il faut que mon environnement physique soit adéquat. Donc là, je me lançais dans le ménage en me disant qu'après, je serais dans une bonne disposition pour rédiger, mais c'était jamais le cas. Ce qui m'a amené à traîner ce doctorat d'une manière significative. La matrice nous permet d'arrêter d'être dans un état de pilotage automatique. En fait, la matrice nous permet de prendre un temps de recul, de s'observer. Au centre, c'est le soi observateur. L'un des processus psychologiques à développer selon l'approche d'acceptation et d'engagement, pour parvenir à ne pas laisser nos pensées nous guider vers des comportements qui nous éloignent de choses qui sont importantes pour soi. Et aussi des ressentis qu'on tente de se débarrasser. Si on est en mesure d'observer qu'on est dans des comportements qui nous éloignent de ce qui compte, et là d'être en mesure de nommer et de clarifier pourquoi qu'en fait on se fait subir des études au cycle supérieur, parce que bien que ça soit stimulant, ça peut être fort difficile, inconfortable, on peut être dans le doute, il peut y avoir une perte de sens de ce projet qui dure dans le temps. Je m'engageais en faisant le choix éclairé de poser des actions concrètes pour faire vivre ce qui importe pour moi, c'est-à-dire un sentiment de satisfaction dans l'avancement de mon projet. Je me disais, si j'accorde du temps de qualité à ma rédaction ici et maintenant, je vais pouvoir aussi faire vivre une autre valeur, passer du temps de qualité avec mes proches durant le week-end. Et me dire, j'avance ce projet que je l'espère va contribuer à l'avancement de connaissances. De me rappeler pourquoi je fais cela, sans chercher à me débarrasser de mes sentiments désagréables, de mon inconfort intérieur, de tous ces obstacles aussi cognitifs. Je me permettais de me dire, je me donne 2 heures où je vais me mettre dans un état où je tente de faire vivre ce qui compte le plus pour moi, de donner le meilleur de moi-même pour 2 heures dans ma rédaction, de prioriser cela et de limiter en fait les distractions. Je notais en fait ce que je m'engageais à faire. Donc là, en fait, c'est de choisir d'avancer ma rédaction tout en composant avec le fait que l'ennui était là, je n'avais pas le goût, la pression aussi que je pouvais ressentir en raison de mes activités professionnelles que je devais voir également, le stress du quotidien, que je ne pouvais pas en fait me débarrasser. C'est en présence de cela que je m'engageais à faire des actions concrètes, une action concrète rédigée, tout en limitant en fait différentes distractions. Et en fait, l'approche d'acceptation et d'engagement, là, je vous présente rapidement un outil de cette approche. Il y en a plusieurs autres.
c'est d'être en mesure de faire une prise de recul par rapport à nos pensées. De se dire, j'observe qu'il y a encore cette pensée qui me vient à l'esprit que je n'y arriverai pas, que je ne suis pas capable d'avancer concrètement ma rédaction. J'observe que cette pensée présentement ne m'est pas utile. Elle ne va pas m'aider en fait à avancer. Mais je ne tente pas de l'éliminer de mon esprit. Je note en fait que peut-être par peur de ne pas être à la hauteur, par peur de ne pas être adéquat dans ma rédaction, bien, il y a cette pensée, j'y arriverai pas, je suis pas capable. Mais je m'investis en fait dans une action de dire, je fais de mon mieux dans cet exercice. Quelle qualité en fait que je souhaitais à ce moment comme doctorant incarner pour avancer ce projet auquel je tenais. Ça aussi, ici dans le cadran inférieur, j'ai nommé des valeurs, mais ça peut être des qualités, des caractéristiques que je souhaite incarner comme doctorant ou doctorante ou comme étudiante à la maîtrise. Qu'est-ce que ferait la personne qui est ancrée dans son projet et qui tente de faire son mieux? Je tentais de noter cela. En fait, ici, il y a quelques questions qui se sont posées. Qu'est-ce qui est important pour moi dans les études? Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, c'est que il y a certains moments dans cette expérience doctorale où je perdais de vue les raisons pour lesquelles je menais ce projet. Il y avait tellement de choses en parallèle avec la vie active, la vie personnelle, la vie professionnelle, parce que je tenais à maintenir mon yoga, donc cette vie active, de voir à des saines habitudes de vie. Mais c'est que tout à l'heure, dans des comportements d'évitement, j'ai mis le yoga. Pourtant, je pourrais me dire que le yoga est une action concrète pour m'aider à avancer mon projet doctoral. L'intention, c'est dans quel objectif je pose ce comportement. Est-ce pour éviter encore mes ressentis qui sont inconfortables ou encore je me fixe un moment durant ma journée où je vais pratiquer mon yoga parce que j'ai veillé auparavant à avancer mon projet doctoral, à voir à mes priorités. Toute la nuance, elle est là. Et la matrice ACT, en fait, nous permet de prendre un moment juste pour choisir nos priorités, nos objectifs, dans ce but qu'est de terminer un projet d'études qui se mène sur plusieurs années. Et je veux revenir ici à cette diapo. Quel type d'étudiant que j'aimerais être? Tout à l'heure, j'ai nommé les qualités que je souhaiterais incarner. Je vous invite à faire cet exercice. Pourquoi? C'est que cet exercice vous met dans un état d'esprit, un état d'âme, dans votre moment, dans votre journée de rédiger. Si on se lance d'activité en activité sans prendre le temps de se déposer, de marquer une pause, sans vraiment se donner une intention positive pour une activité aussi exigeante qu'est la rédaction, on peut se retrouver à se lancer dans cet exercice et à être rapidement bloqué et ne pas avancer comme on le souhaiterait. Si on parvient juste à se dire, je prends un moment pour me rappeler pourquoi je fais cet exercice de rédaction, ce travail de rédaction, qu'est-ce que je recherche à travers ceci et dans quelle disposition je souhaite me mettre, bien cela deviendrait plus favorable. Ce serait encore une disposition physique dans laquelle mon mindset me permet de me dire, OK, je vais être en mesure de me concentrer davantage dans ce travail de rédaction, dans cet instant, ici et maintenant. Je souhaite revenir sur cette matrice pour vous parler des différents processus psychologiques qui sont associés à cette matrice. On voit que les valeurs et également les ressentis, les pensées, les sensations, ce sont des expériences internes. Que toute personne, lorsqu'on ressent quelque chose de désagréable, on tente de s'en débarrasser.
En fait, c'est de donner place à se reconnaître que c'est humain de ressentir tout cela et d'apprivoiser, en fait, de composer avec cela. C'est ça le message de la matrice. Et là, je viens juste de réaliser que j'ai dépassé le 15 minutes, mais d'une manière importante. Alors là, je coupe là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Marie-Pierre, t'aurais dû m'arrêter. Ben non, c'est tellement intéressant, c'est tellement pertinent en fait pour les étudiants au cycle supérieur. Puis je te remercie de la générosité de tes propos. Donc, puis j'espère en fait que tout le monde va pouvoir aussi rester pour la dernière portion de la présentation. Andy, en fait, s'il y a des questions qui te sont adressées là, en lien avec tous les beaux outils que tu viens de nous présenter, n'hésitez pas dans le chat. Puis nous, on va télécharger ces questions-là. Puis également, ben, je référerais peut-être aussi au site de la Faculté des études supérieures, hein, sur lequel on retrouve le détail aussi de ces cours-là de 1 crédit gratuit qui nous sont offerts. Donc justement, moi, la matrice, je me rappelle, c'est quelque chose qu'on a abordé le cours DVP 8002, là, donc un des premiers cours là, à suivre. Donc, un immense merci pour tes propos, pour ta présence. Puis, en fait, j'espère que tout le monde va pouvoir demeurer disponible pour la dernière portion et non la moindre. Je lancerais peut-être un petit défi à tout le monde qui est connecté présentement de pas regarder les courriels, de pas regarder le Messenger, de pas regarder Instagram peut-être pour les 25 prochaines minutes. Vraiment de se concentrer ensemble sur la prochaine activité avec Caroline Julien, donc qui est une kinésiologue, professeure de yoga, facilitatrice de pleine conscience. Pour ceux qui malheureusement ont dû quitter, la présentation va être enregistrée, donc ces exercices-là vont pouvoir être faits là, avec le lien qui va vous être envoyé. Donc, Caroline, je te cède la parole, je te remercie encore d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Marie-Pierre. C'est gentil. Donc, bonjour tout le monde. Je suis très, très honorée d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler du sujet du stress et de l'anxiété. Donc, c'est ça qui m'amène là aujourd'hui avec vous. Ensemble, on va essayer de démystifier c'est quoi le stress, c'est quoi l'anxiété, parce qu'il y a une différence entre les deux. Puis également, je souhaite vous fournir, vous donner des outils que vous allez pouvoir faire à la maison pour vous aider également à mieux gérer le stress et l'anxiété. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, fort probablement que c'est parce que vous avez votre bien-être à cœur et peut-être également que dans votre contexte actuel, vous vivez du stress, vous vivez de l'anxiété et vous recherchez peut-être des outils pour vous aider à travers ça. Donc, c'est important de savoir qu'à la base, le stress, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose de sain également. En fait, on peut voir le stress comme le détecteur de fumée dans une maison. Le stress, lui, c'est comme un peu un détecteur de danger pour notre corps. Donc, c'est super important comme processus, comme alarme qu'on a dans notre corps pour notre survie. Donc, la manière que ça fonctionne au niveau du stress, c'est que c'est un système qui va percevoir les dangers. Souvent, quand on est soumis à un danger quelconque, ce qui va se passer, c'est que notre corps va réagir face au stress et cette réaction-là se fait à partir du système nerveux sympathique. Donc, le système nerveux sympathique, c'est lui qui est responsable de capter les éléments autour de nous qui va nous amener peut-être une possibilité de danger. Donc, lui, il va capter tout ça. On va avoir les pupilles qui vont s'ouvrir, le corps qui va devenir plus rigide. Il y a toutes des réactions physiologiques qui se passent grâce au système nerveux sympathique pour nous dire « Hey, t'es en situation là, de stress, de danger. » Donc, ce qui va se passer à ce niveau-là, c'est que je vous fais une petite histoire courte parce que ça peut quand même être assez complexe. Mais ce qui est important de se rappeler dans ça, c'est que notre système nerveux sympathique, au moment où on perçoit un danger, on va avoir des réactions qui vont se produire. On va soit être en situation de combat, de fuite, ou on va tout simplement geler face à un stress. Et normalement, quand on réagit, on vient prendre une de ces trois branches-là, une de ces trois réactions-là,
Par la suite, notre système nerveux parasympathique, qui est responsable de nous permettre de revenir dans un état plus calme, va s'enclencher, puis on va revenir à un niveau normal. Okay? Donc, on va éliminer le stress et on va revenir dans un statu quo, je dirais. Ce qui arrive malheureusement, c'est que dans notre société, on est dans une société de performance, on est soumis à énormément de stimulus, ce qui fait que on est continuellement, pour la plupart d'entre nous du moins, on est toujours soumis à un état de stress. Et ce que ça fait, c'est qu'on est toujours finalement dans notre système nerveux sympathique plutôt que dans notre système nerveux parasympathique. Donc, ce que ça va faire, c'est que à ce niveau-là, quand on est toujours dans notre système nerveux sympathique, ça devient épuisant pour notre système. Hein? On va souvent ressentir au niveau des symptômes difficulté à dormir, une moins bonne digestion. On va même des fois au niveau du stress, rendre ça dans une réaction qui va devenir plus de l'anxiété parce qu'on va accumuler du stress. Et il y a plein d'autres symptômes qui peuvent arriver. Tout à l'heure, les autres intervenants, là, Andy et Sarah, nous ont parlé également des fois là, de fuite. On va aller faire autre chose parce qu'on devient tellement débordé par ce stress-là qu'on devient plus productif. Donc, c'est super important d'avoir des stratégies dans notre quotidien pour être capable de pallier à ce système nerveux sympathique-là qui est toujours très actif pour nous permettre de retrouver un état d'équilibre. Où j'aime aussi parler d'homéostasie. Donc, retrouver un état où on n'est pas débalancé dans notre système nerveux sympathique, on enclenche notre système nerveux parasympathique pour revenir, comme je vous mentionnais, à un statu quo. Donc, comme je vous disais, ça peut être quand même assez complexe au niveau des réactions du corps. Donc, comprendre le stress, l'anxiété, tout ça, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Ce qui est important là, de savoir en lien avec le stress et l'anxiété, c'est d'être capable de différencier les deux. Comme je vous disais, le stress, c'est quelque chose de normal. Hein? En ce moment, je pense que pour la plupart, vous êtes ici au cycle supérieur, vous êtes en train peut-être d'écrire votre mémoire, tout ça. Donc, quand on parle de stress, on parle d'un inconfort physique qui est en lien direct avec une réalité immédiate. Par exemple, j'ai de la difficulté à rédiger. Ce que ça va faire, c'est que ça me crée un stress parce que je vais avoir un retard pour ma remise de mon mémoire, par exemple. Ça, c'est un stress qu'on peut vivre. Je dis pas que c'est sain, mais le stress, quand on a éliminé ce stress-là, après ça, normalement, on est capable de revenir à notre état d'équilibre. Ce qui arrive, c'est que quand on accumule des stress et qu'on a de la difficulté également à gérer ça, souvent on va parler d'anxiété. Donc l'anxiété, c'est une accumulation souvent de stress, mais également on parle d'un malaise physique qui est pour la plupart du temps quasi intolérable et incontrôlable. La plupart du temps, on va associer l'anxiété à une anticipation des événements négatifs. Donc, souvent, au lieu d'avoir une cause à effet, donc j'ai de la misère à écrire mon mémoire, je vais être en retard pour ma remise, on accumule tous ces éléments-là qui fait que on commence à broyer du noir un petit peu. Je donne un exemple, ça peut être que, encore une fois, j'ai de la misère à rédiger, ça fonctionne pas. Donc, je vais avoir du retard pour ma remise de mémoire. Donc, je vais avoir peut-être des jugements qui vont m'être que les gens vont avoir envers moi. Je vais décevoir des gens. Je vais avoir la difficulté peut-être à me trouver un emploi par après. Ça peut être une accumulation comme ça d'idées qui fait en fait que ça nourrit notre imaginaire, puis on devient anxieux face à un danger qui est incertain. Donc, l'objectif derrière notre rencontre aujourd'hui, derrière cet atelier-là, c'est de vous donner des outils concrets qui vont vous aider en fait à venir activer votre système nerveux parasympathique pour faire en sorte que quand vous vivez une période de stress, une période d'anxiété, vous ayez ces outils-là pour
revenir, vous connecter à vous-même et vous aider à revenir dans un état qui est moins dans un stress percutant ou dans une anxiété qui est très, très présente et faire en sorte que vous soyez mieux, vous soyez en pleine conscience et que ça vous permette d'être fonctionnel dans votre quotidien. Parce que quand on est dans une crise d'anxiété, quand on est dans un gros stress, on devient souvent inefficace. Donc, c'est l'objectif derrière ces outils-là. Et c'est sûr que ce que je vous montre aujourd'hui, en fait, c'est scientifiquement prouvé que des exercices de respiration vont aider. Tout à l'heure, Andy parlait du yoga. Tout ce qui va être activités physiques qui vont permettre de venir sécréter des endorphines ou des hormones du bonheur, comme j'aime appeler, ça va nous aider à pouvoir venir pallier et activer ce système nerveux parasympathique-là. Donc, c'est connu, hein, l'activité physique a vraiment de très bonnes vertus à ce niveau-là, mais quand on parle de méditation et de respiration, ça a également les mêmes types de vertus parce qu'on va se permettre d'entrer en pleine conscience de nos ressentis, en pleine conscience de ce qui est là présentement pour nous. Et le fait de respirer, de méditer, ce qu'on veut aller chercher derrière ça, c'est de créer une cohérence entre nos battements cardiaques, pour la plupart du temps, là, une cohérence entre nos battements cardiaques et notre souffle. Ce que ça va faire, c'est que le fait d'aller enclencher ça va venir stimuler notre système nerveux parasympathique au niveau du nerf vague, au niveau de plein de réactions dans notre corps qui vont faire en sorte que au lieu de rester dans un état d'hypervigilance causé par le système nerveux sympathique, on va être capable de se calmer, de se déposer. Donc, ce qui est intéressant de savoir également, c'est qu'au niveau des exercices qu'on va voir aujourd'hui, ce que je vous ai sorti, en fait, c'est les meilleurs, à mon avis, les meilleurs exercices de respiration pour nous aider à venir se déposer. Si vous faites du yoga à la maison, probablement que vous avez déjà expérimenté tout plein de sortes de respirations. C'est important de savoir que ce n'est pas toutes les respirations qui sont faites pour stimuler notre système nerveux parasympathique. Il y en a qui vont être là pour nous activer au contraire. Donc, celle que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment fait pour relaxer. OK? Donc, comme je vous mentionnais, dans les outils qu'on va regarder aujourd'hui, il y en a quatre respirations qui sont très, très efficaces. Et encore une fois, j'ai été chercher celles qui sont scientifiquement prouvées également pour nous aider à ce niveau-là. Je sais qu'on est, moi-même, je suis issue du milieu universitaire, donc je trouve ça intéressant et important d'avoir des techniques qui ont été prouvées au niveau biologique, au niveau de notre corps également, au niveau de leurs effets. Donc, ce que nous allons regarder ensemble, et je ne sais pas si c'est Marie-Pierre qui va vous fournir le document par après. Je vous ai préparé un petit document, en fait, pour résumer les techniques qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pas besoin de prendre de notes. Laissez-vous simplement aller à l'expérimentation de ce qu'on va faire. Puis par la suite, ben, vous aurez accès à ce document-là pour pouvoir les répéter au besoin. Donc, première technique de respiration qu'on va expérimenter ensemble. Premièrement, ben, je vais vous inviter à vous asseoir. Peut-être que vous êtes sur une chaise de bureau. Si vous préférez peut-être vous asseoir directement au sol, c'est possible de le faire. En fait, on veut s'assurer quand on fait nos techniques de respiration d'être le plus possible dans un environnement qui est calme et d'être dans une posture confortable. Donc, je vais vous inviter ici à venir fermer les yeux. Et la première technique de respiration qu'on va expérimenter ensemble, on va l'appliquer pendant environ 3 à 5 minutes. Donc, on va venir déposer notre main droite au niveau de notre nombril et notre main gauche au niveau de nos clavicules. Et je vais vous inviter à prendre de grandes inspirations
en partant du bas du ventre jusqu'au niveau de vos clavicules. On inspire profondément. Et à l'expire, on laisse aller. On expire de manière passive. Inspirez lentement et profondément. Et on expire en invitant à lâcher prise à l'intérieur de notre corps, mais également au niveau de nos pensées. Prenez soin toujours de respirer à partir du bas de votre ventre, de venir gonfler votre abdomen jusque dans votre cage thoracique et finalement jusqu'au niveau des clavicules. Et on expire. On laisse notre corps se déposer. Ce qu'on expérimente ici ensemble, c'est la respiration yogique complète ou la respiration en 3 dimensions. On veut s'assurer ici d'augmenter notre débit d'air et à chaque fois qu'on expire, on en profite pour laisser aller. Peut-être toutes vos préoccupations, tous vos tracas, tout ce qui appartient au passé, tout ce qui appartient au futur, pour s'abandonner entièrement à l'expérience de l'instant présent. J'inspire et j'observe les sensations dans mon corps. Et j'expire en laissant aller, tout simplement. Et si vous avez des pensées qui viennent vous visiter à travers votre souffle, rappelez-vous toujours de ramener votre conscience sur ce qui se passe présentement dans votre corps. Donc, cette technique de la respiration yogique complète, on peut la pratiquer de 3 à 5 minutes. Et on la fait le nombre de fois qu'on a besoin dans la journée. Si vous sentez à un moment donné que vous devenez un peu débordé, ou je vais utiliser un anglicisme, mais overwhelmed par rapport à tout ce qui se passe autour de vous, simplement revenir à une respiration consciente, complète, pour venir désamorcer le système nerveux sympathique. Donc, toujours dans la même allée, la même façon de penser, de se connecter à soi, on va aller expérimenter pendant 5 minutes ici la respiration de la cohérence cardiaque. Cette technique-là, c'est probablement une des techniques les plus reconnues pour nous aider à venir créer, comme le nom l'indique, une cohérence entre la respiration et les battements cardiaques. Donc, toujours en prenant conscience de votre souffle. Ici, la technique, c'est d'inspirer
pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes. Prenez soin de garder votre attention tournée à l'intérieur de vous-même et on inspire. On expire pendant 5 secondes. Et vous allez voir qu'au début, le rythme est difficile à appliquer. Et plus vous vous abandonnez à ce rythme respiratoire-là, plus votre corps va s'habituer et plus ça va devenir naturel. On inspire et on expire. Inspire et expire. Poursuivez la technique comme ça, en gardant votre attention toujours tournée à l'intérieur de vous. Poursuivez la technique. Chacune à votre rythme. Toujours en gardant vos pensées tournées dans l'expérience de l'ici et maintenant. On laisse de côté tout ce qui est à faire à l'agenda et on s'accorde ce temps-là pour nous, pour s'ancrer, pour se déposer. Encore une petite minute comme ça, où on inspire pour 5 secondes et on expire en laissant aller.
et doucement. Je vous invite ici à simplement prendre quelques secondes pour observer votre état général après avoir simplement pratiqué 2 techniques de respiration. Peut-être est-ce que vous observez que vous avez un peu réduit votre niveau de stress, d'anxiété, que vous vous sentez un peu plus ancré dans le moment présent, un peu plus détendu. Restez dans la pleine conscience. Et on va poursuivre avec 2 autres techniques qu'on va appliquer environ pour 2-3 minutes chacune. La respiration carrée, ici qui va nous demander d'inspirer environ pour 5 à 6 secondes. Et on garde nos poumons pour une rétention à plein, c'est-à-dire que nos poumons sont remplis d'air pour 5 à 6 secondes. Puis on expire complètement, toujours pour 5 à 6 secondes. Et on garde une rétention des poumons à vide. 5 à 6 secondes. Inspirez. Rétention à plein. Expiration. Rétention à vide. Inspire. Rétention à plein. Expire. Rétention à vide. Poursuivez comme ça à votre rythme. Toujours en vous rappelant des étapes. On inspire. Rétention à plein. Expire. Rétention à vide. Encore une dernière petite minute pour la respiration carrée. Excellent. Et on va terminer l'exploration de nos outils de respiration ce matin, nos outils du souffle, avec la respiration 4-4-8. Donc, une autre respiration qui a été scientifiquement prouvée à plusieurs reprises comme étant une des respirations les plus efficaces. Donc ici, on va inspirer pour 4 secondes. On vient faire une rétention à plein pour 4 secondes. Et on expire
pendant 8 secondes. J'inspire pour 4 secondes. Rétention à plein. Expire pour 8 secondes. Et toujours en appliquant ces techniques-là, rappelez-vous de rester connecté avec vos sensations corporelles. De rester en pleine conscience de votre moment présent. On inspire. Rétention à plein. Et on expire. On laisse aller toutes nos préoccupations, tout ce qui nous tourmente. J'inspire le calme et j'expire tout ce qui m'appartient plus. Je vous invite ici à y aller encore pour 2 cycles où on inspire pour 4. Rétention à plein pour 4 secondes. Et on expire pour 8 secondes. Une dernière fois. Et avant de réouvrir les yeux, prenez un moment simplement pour observer votre état général. Comment est-ce que vous vous sentez présentement? Et c'est ici que je vous invite à tranquillement réouvrir les yeux et à reprendre contact avec votre environnement. Et j'en profite ici pour vous remercier d'avoir été là, d'avoir pris le temps de simplement vous permettre d'expérimenter les techniques du souffle qui paraissent peut-être des fois anodines quand on l'a pas expérimenté, mais qui pourtant ont un effet direct sur notre système nerveux. C'est automatique, ça vient vraiment désamorcer puis je dirais réduire notre état d'hypervigilance. Donc, à pratiquer le plus souvent possible, je vous dirais que c'est un peu comme les exercices. Si vous allez voir un physiothérapeute, un ergothérapeute, ils vont vous dire d'appliquer des exercices si vous avez mal, par exemple, à une épaule 3 fois par jour. Mais c'est le même principe au niveau des recommandations pour la respiration. 2, 3 fois par jour ou le nombre de fois que vous en aurez besoin. Pratiquez-le, puis plus vous allez le pratiquer, plus votre corps va être ouvert à ça et va automatiquement embarquer dans le système nerveux parasympathique quand vous allez vous abandonner à ces pratiques-là. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre présence. Merci à la Faculté de droit également pour cette invitation-là aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Caroline. Mon Dieu, moi, je l'ai senti automatiquement, là. Il y a eu un lâcher prise de mon côté qui s'est pendant les exercices. Donc, en fait, peut-être que pour certains qui étaient dans l'auditoire, c'est une première d'expérimenter des techniques comme ça. Donc, j'espère que ça vous a donné envie peut-être d'en savoir plus. Il va y avoir un aide-mémoire qui est préparé par Caroline, qui a été super généreuse, en fait, de nous décrire ces respirations-là. Puis qui également, là, son site internet là, regorge d'outils, de techniques, donc je vous invite à aller visiter son site. Donc je remercie tout le monde. Là, finalement, ça aurait été plus une conférence d'1h30 ce midi, mais je pense qu'on est vraiment dans le sujet de l'heure au cycle supérieur, là, celui du bien-être académique, là, surtout en contexte de pandémie. Alors, je remercie tout le monde d'avoir été présent. Sachez que la conférence va être disponible, donc a été enregistrée. Donc, si vous voulez refaire les exercices, les revivre, bien, ça va être possible. Puis tous les documents dont on a fait mention aussi vont être partagés là, dans ce courriel-là. Automatiquement, on a accès à vos adresses courriel. Puis, si jamais il n'y a pas d'autres questions, ben je vous remercie encore pour votre présence. Puis, je vous souhaite peut-être bon dîner pour ceux que ça n'a pas encore été fait. Puis, au plaisir, là, n'hésitez pas à contacter le centre de soutien en cas de besoin. On est vraiment là pour vous. Donc, merci beaucoup.